Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Il est déjà 23 heures passées de quelques minutes. Alors ce soir, nous allons rester dans le culte de la méditation face à la prière. Mais je vais donner le soin au professeur Emmanuel Despotes qui m'accompagne et qui est d'ailleurs le concepteur de l'émission de nous donner l'angle que nous allons aborder ce soir. Bonsoir professeur. Sur Canal 2 que sur YouTube. Alors ce soir, nous allons parler de la science et les pandémies face à la spiritualité. Parce que l'actualité est brûlante. Bien sûr, le reste, Laura Agathe, il revient à toi de présenter cela. Donc vous l'aviez compris, nous allons passer 90 minutes ensemble. Bien sûr, vous aurez votre chronique qui va se faire en deux parties. Vous auriez également la réflexion et bien sûr la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant des messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de votre chronique. Le culte de la méditation face à la prière, 16e partie. La science et les pandémies face à la spiritualité. L'heure est grave. Vous qui nous suivez de temps en temps, nous sommes convaincus que vous n'êtes pas embêtés de nous voir programmer votre émission Le Monde Inconnu sur l'actualité. Covid-19 frappe partout déjà. À titre de pandémie virale, en fait des victimes. Sauf que certains d'entre vous aimeraient savoir si, par la métaphysique, quelque chose peut être fait pour sauver l'humanité. Autrement dit, si la pratique de la méditation, par exemple, peut être une quelconque piste d'espoir. Répondre à ces questions ne saurait être chose facile, car il y a lieu de décrypter la situation en tenant compte de la double dimension du corps de l'homme, tant du côté physique que de l'âme et esprit. Malheureusement, ce qui intéresse les professionnels et scientistes de la science livresque scolaire, les seuls à agir face à la pandémie, c'est mécaniquement le côté physique du corps de l'homme. Résultat, comme dans toute science sans conscience, nous assistons depuis le début de cette pandémie aux empoignades verbales des personnalités de haut rang de ce milieu. Des grands professeurs de ce genre de sciences qui n'arrivent à éviter la honte du branle-bas d'une science en mal de repère. On dirait que c'est l'occasion plus que jamais de ne plus accorder du crédit à cette médecine dite moderne. Heureusement qu'elle bénéficie d'un monopole étatique et des lobbies extrêmement redoutables. Toutefois, ces incohérences et le tâtonnement qui s'y dégage font prévaloir le droit de penser que le danger guette à tout moment et à tout bout de champ les populations du monde entier. Tandis que du point de vue métaphysique, le seul moyen d'éviter le ridicule de se chamailler sur les écrans de Mondiovision devant des milliards de téléspectateurs serait de chercher à comprendre pourquoi certains de ces virus vivent dans les bêtes jusqu'à en faire domicile sans les tuer, outre des animaux plus ou moins comme nous. Un microbe cherche à vivre et non à mourir. Il sait qu'en étant violent vis-à-vis du lieu où il s'installe, va aussi perdre, c'est-à-dire mourir. Terrestrement parlant, les patrons de notre globe, c'est eux qui sont les représentants du monde infernal qui gouverne jusqu'ici notre planète. Ils symbolisent la négation par des atouts de nuisance basant tout sur le matérialisme. Ils sont des pourvoyeurs d'une confrérie matérialiste qui empêche à tous les peuples du monde entier de connaître une évolution spirituelle. Toutes leurs technologies sont basées sur la destruction de l'être intérieur, puis le corps physique, ce qui empêche que la spiritualité ne prenne corps sur l'ensemble de la population, provoquant ainsi l'angoisse, la misère, les maladies, les malheurs de toutes sortes, des pandémies planétaires quasi irréparables.
Alors, professeur, ce soir, vous parlez de la science et des pandémies face à la spiritualité. Et dans votre dernier paragraphe, vous nous faites comprendre que l'absence de la spiritualité serait l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui nous vivons, entre autres, cette pandémie. Oui, disons, on a commencé à rentrer de fond en comble sur le côté scientifique en rapport, côté scientifique, la science officielle, en rapport avec les sciences occultes. Parce qu'il va falloir que lors de la prochaine édition, nous établissons les données que nous travaillons sur les données qui concernent les rapports acido-basiques et qui sont tels que quand il y a une maladie, ça veut dire que le pH de l'organisme a changé et que ce changement de pH est dû à une négligence ou bien à une inattention. Alors, on ne peut pas comprendre comment les virus qui vivent dans les bêtes, parfois, les bêtes là ne meurent pas, mais lorsqu'on en mange, on tombe malade et on meurt. Ou bien l'épidémie s'implémente directement et les gens qui ont eu à consommer de cette viande se retrouvent dans une situation épidémique jusqu'à transmettre la maladie chez d'autres personnes qui n'en ont pas consommé mais qui sont d'un organisme prédisposé à accueillir le virus, comme pour dire qu'ils sont des terrains fertiles pour la contamination. Alors c'est donc ce qui nous fait, parce que nous ne saurons parler de l'occulte et de la spiritualité parlant de la méditation, et si nous parlons de l'alimentation, que au moment où il faut porter plus d'appui sur le sérieux à prendre sa vie, c'est-à-dire comment faire à ce qu'on prenne sa vie au sérieux et que nous soyons hors de ces débats. Parce que en fait, c'est le moment plus que jamais pour que les populations du monde entier prennent conscience qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est quelque chose à faire, nous l'avons toujours dit au cours de nos diverses éditions de cette émission, nous avons toujours dit que entre l'homme, là, entre vous ou entre soi et Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Alors nous sommes dans une situation où les dieux de la santé sont dans la panique générale, ils meurent de l'épidémie comme tout le monde, ils disputent, il y a des grandes discussions face au protocole à signer pour les malades, c'est le tâtonnement, c'est l'embrouille totale. Alors donc nous, on pense que si on avait privilégié des formations initiatiques aux populations du monde entier, si le monde n'était pas entretenu par des velléités d'impérialisme, c'est-à-dire de l'exploitation de l'homme par l'homme, si l'homme avait compris que une autre personne, du moins, les autres personnes sont que des semblables, s'il n'y avait pas de problème de race collé à la peau, hein, dans une diversité divine qui a bien voulu que la beauté de la nature puisse exister, parce que quand on voit l'arc-en-ciel avec ses différentes couleurs, on est très content, mais c'est comme s'il serait nocif de voir des gens avec plusieurs couleurs de peau devant des impérialistes. On ne comprend rien de tout cela. Donc, l'heure a sonné que les gens commencent à se prendre au sérieux parce qu'il n'y a pas de personnes, disons, exceptionnelles par rapport à ce qui se passe dehors là maintenant. Voilà. Alors, professeur, du point de vue métaphysique, comme vous le dites vous-même, expliquez-nous comment est-ce que cela peut être possible que un virus ou alors un microbe qui vit dans un animal cet animal ne meurt pas, mais une fois que l'homme consomme la viande, du point de vue métaphysique, comment est-ce qu'on peut comprendre ce passage-là qui fait en sorte qu'on soit contaminé via une bête et peut-être on va jusqu'à la mort? Bon, disons, sans dire que ce qui se passe, nous
nous avons été contaminés par les bêtes, bon, parce que là, c'est pas ce que je veux dire, mais je voudrais dire que coronavirus, c'est quelque chose qui sort des bovins, quelque chose comme ça. Ça a été expérimenté depuis 2003. Alors, comment ça s'avère qu'aujourd'hui, ça concerne les hommes et que cela n'a pas tué toutes les bêtes et qu'actuellement, où nous parlons, on ne dit pas combien de chiens meurent dans les maisons. En Europe, il y a des gens qui ont des chiens à la place des enfants et ils ont plutôt des animaux domestiques. Bon, on ne dit pas combien de leurs animaux meurent des transmissions, mais c'est seulement l'homme. Alors, ça veut dire qu'il y a un manquement dans la science du vécu de l'homme. C'est-à-dire, l'homme manque une science. L'homme vit à tâtons. Et pourquoi? Parce que sa vie est entretenue par un système quasi normatif. Alors, ce système qui est basé sur des normes, qui sont des normes totalement impérialistes, c'est-à-dire des normes qui ont pour but de veiller à ce que ce qu'on veut que ça se passe, de la façon dont on voit le monde, que cela se passe de cette manière partout dans le monde. La preuve, actuellement, il n'y a qu'un seul corps qui doit s'occuper des malades. Moi qui parlais là maintenant, si on me testait positif, je serais confiné. C'est-à-dire, même ayant tous les moyens pour m'auto-soigner. On ne va pas l'admettre, on va dire, bon, mais écoutez, tu vas contaminer les autres. Pas pour autant le dire, parce que dans les différentes discussions qu'il y a entre médecins, pour faire prévaloir le manque de molécules ou alors de protocoles sûrs, ils vont jusqu'à dire que des gens guérissent de cette maladie sans véritable soin. Mais le confinement qui peut arriver, ou les vaccins qu'on peut décider d'appliquer sur certains individus dans le but de les prémunir contre une contamination, n'en tiennent pas compte. Alors là, il y a, dans tous ces discours, il y a l'embrouille totale. Finalement, on sent des concepts et non la science. C'est-à-dire, on sent des gens qui, ayant la même mise, parce que la même mise là passe par l'OMS, passe par l'industrie pharmaceutique et des gens qui sont pourvoyeurs de cette hégémonie, parce que même dans le corps médical, il y en a qui sont une autorité par rapport à d'autres médecins. C'est-à-dire que les autres médecins sont des personnes même ayant fait les mêmes études, ayant le même niveau scolaire, mais n'étant pas cooptés dans le lobbyisme, et sont comme si eux-mêmes, ils subissent la dictée des gens avec qui ils ont fréquenté ensemble, et donc ils sont même capables de prouver qu'ils étaient meilleurs que ceux-là. Mais qu'aujourd'hui, ils ne sont pas dans le réseau. Alors donc, ils sont écartés et ils ne sont pas des scientifiques parce qu'ils ne parlent pas le langage du réseau. Alors là, il y a un problème. Voilà. En métaphysique, donc, nous, on pense que la vie de l'homme est basée sur l'étude de la vie de l'homme est basée sur la connaissance de la vitalité ou du vitalisme. C'est-à-dire que il faut prendre ça comme une philosophie qui est supérieure à toutes les philosophies. C'est pourquoi nous parlons de la métaphysique, que voudrait qu'on reconnaisse que quand il y a vie quelque part, il y a Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, c'est Dieu. Dieu, c'est la vie. Alors là, ici, le terme Dieu devient péjoratif pour des gens qui sont là pour vendre les molécules et des protocoles qui sont basés sur ces molécules-là. Alors, eux, Dieu n'existe pas. Pour eux, le corps humain est établi comme juste le côté physique. C'est-à-dire, on voit les poumons, on dit voici la gorge, voici les poumons, et que quand le virus va entrer, ça va venir se loger ici, là, ça va faire de la fièvre, ça va faire ceci, ça va se faire cela, et puis symptomatologiquement, on va l'attaquer comme ça. Bon, là, on n'attaque pas le virus, on attaque le corps, c'est-à-dire qu'on travaille sur un terrain organique qui a le virus. Et dans ce travail, ça marche, le virus est tué. Ça ne marche pas, le virus te tue. Alors, métaphysiquement, nous pensons que
l'homme a une capacité à contrôler ses différents corps. D'abord, d'un côté, le corps physique, puis le corps d'âme, plus l'esprit, pour ne prendre que ces trois dimensions qui sont les dimensions connues du commun des mortels. Tout le monde sait qu'il existe l'âme, qu'il existe le corps physique, qu'il existe l'esprit. Maintenant, lorsque on travaille sur une situation du genre sur une pandémie, ça regarde un peu le côté mystique. Pourquoi? Parce que comment signifier que beaucoup de gens doivent se retrouver dans une situation où leur organisme donne réponse à une même forme d'épidémie, c'est-à-dire donne réponse aux attaques de virus presque de la même manière. Alors, soit parce que ces personnes-là vivent de la même manière, parce que, prenons par exemple, il y a des situations telles que nous rencontrons, nous qui faisons dans la médecine alternative, nous rencontrons des situations telles que une personne qui développe l'hypertrophie de la prostate, souvent c'est des personnes qui ont eu des IST mal soignés ou soignés avec des médicaments, des antibiotiques qui étaient à large sphère. Et ces antibiotiques ont dû abîmer les cellules de la prostate. Mais cela n'est pas constaté dans la jeunesse de l'individu qui a consommé plusieurs fois ces antibiotiques, parce qu'il y a eu des questions de chronicité ou bien des récidives ou quoi. Bon, ça a toute forme d'incrimination lorsque vous êtes devant un médecin qui, lui, il voit que les symptômes. Alors, donc, à partir de 50 ans à montant, le rejet des excipients de ces médicaments n'ayant pas été possible. Parce que les excipients de médicaments restent dans le corps, ne sont pas biodégradés. Étant donné que certains de ces excipients sont des nanoparticules, et que comme c'est des nanoparticules et même des produits qui sont à base de la culture transgénique, n'adhèrent pas à l'organisme comme pour dire que l'organisme va, au niveau de son métabolisme, parvenir à les éliminer. C'est ce qui fait que certains médicaments provoquent les insuffisances rénales. D'autres provoquent, par exemple, les médicaments de l'hypertension provoquent régulièrement les difficultés d'érection chez certains messieurs. Bon, alors tout cela, il faut les purifier, il faut purifier l'organisme. Alors, tant que l'organisme n'est pas purifié, à un moment donné, quand les problèmes commencent, on dit que c'est la complication, par exemple, de l'hypertension ou la complication du diabète. En fait, c'est les complications de la maladie et non du médicament. Donc, on laisse distraire complètement les recherches dans le sens à aller fouiller. Est-ce que les excipients, ce qui en est comme composition, qu'est-ce que cela a pu produire à l'organisme? C'est complètement distrait. On nous vante souvent le fait que les vaccins sont des choses totalement, c'est-à-dire des sortes de médicaments totalement humanitaires, parce que tu dois te vacciner pour ne pas contaminer ton voisin ou mettre les autres en danger. Mais on ne nous dit pas que nous pouvons nous retrouver devant une situation pandémique par le fait d'avoir versé des tonnes d'aluminium et de mercure venant des vaccins aux individus à travers le monde, et qu'à un moment donné, qu'un petit virus de rien de tout puisse entrer chez un individu et ça se propage tranquillement sans qu'on soupçonne les méthodes et les manières dont on travaille sur les êtres humains par rapport à cette médecine-là, qui a artificialisé les soins. Alors, l'artificialisation des soins fait donc que le côté spirituel de l'individu s'éteint. C'est ce qui fait que même les clergés
sont concernés par des situations du domaine de tout le monde, alors que eux qui sont les représentants de Dieu, ou ceux qui sont vantés comme les hommes de Dieu, à cette période précise, devraient nous raccorder, devraient nous permettre de communier avec Dieu et de faire en sorte que la pandémie s'arrête rapidement à travers les prières. Malheureusement, au-delà de confinement, d'aucuns fuient même les paroisses parce que le danger est démise et il est pour tout le monde. Alors, nous pensons donc que l'heure a sonné pour que les gens comprennent qu'entre Dieu et soi, il n'y a pas d'intermédiaire. Et que la spiritualité est un chemin qui nous permet d'évoluer vers la divinité. Nous sommes des êtres qui sont appelés à être des divins. Et nous ne pouvons être divins que si nous avons pris la spiritualité comme un chemin avec des instruments comme la méditation et bien d'autres éléments qui encadrent tout ce fonctionnement. Ces éléments passent donc par un mode de vie. Une alimentation adéquate qui passe par les éléments, les nutriments, du moins, l'aliment actif, l'air, l'aliment neutre, l'eau, et puis les nutriments bien sélectionnés, bien choisis, venant de la nature, c'est-à-dire la mère terre, en essayant de nous mettre un peu en dehors de cette alimentation mondiale qui fait la part belle, qui intéresse l'agroalimentaire, les mêmes gens qui fabriquent le médicament, les mêmes castels. Voilà. Alors, professeur, pardon. Alors, quel est le protocole, si je peux appeler ça ainsi, que la métaphysique peut proposer actuellement pour des personnes qui peut-être ne sont pas encore atteintes, pour se protéger de cette pandémie, et pourquoi pas quelque chose aussi pour aider ceux-là qui sont déjà atteints? Alors ça, c'est pour le gouvernement de ceux qui nous suivent. Parce que ceux qui nous suivent font un monde à part. Puisqu'il est interdit de proposer quoi que ce soit qui ne regardait pas l'OMS. Ou bien les États, qui sont les gens qui protègent un système. Au-delà de ce que serait l'information ou la culture, du moins l'éducation à apporter à l'ensemble de l'humanité. Alors là, il y a deux enjeux. Il y a d'abord le premier enjeu, est-ce que tout le monde peut être réceptif à une proposition? On dirait non. Donc ce n'est pas la peine de refuser des propositions, parce que les propositions, certaines personnes vont dire, lui n'est pas prêt à faire ça, donc on le fout le camp avec. Alors, ce qui est de sûr, c'est que la respiration doit se faire comme quelque chose de permanent, et puis dans des conditions, disons, hygiéniques. Mais il y a un autre problème, le problème des masques. Les masques protègent, ça on ne le refuse pas. Mais lorsqu'on fait une étude biologique sérieuse, on comprend comment se forment les gaz carboniques. On comprend le fonctionnement de l'organisme par rapport à ces gaz carboniques. C'est-à-dire que lorsque vous prenez de l'oxygène, l'oxygène va purifier le corps et sortira de ce corps à partir des capillaires pulmonaires et tout, qui seront libérés des toxines, sortira de ce corps le gaz carbonique. Est-ce qu'en mettant dans les masques au niveau du nez, est-ce qu'on ne respire pas le gaz carbonique et on le rejette et on le reprend? Alors là, ça va faire ce qu'on appelle les troubles, comment on appelle ça, l'acidose pulmonaire, c'est-à-dire des troubles fonctionnels des poumons. Pendant ce temps, on a besoin des poumons solides. Bon, donc, vous voyez, ça quand les décideurs de ce monde, quand les gens qui ont les normes et dont leur puissance agissent sur les normes, on met de côté la science, complètement. Mais par contre, c'est là-dedans qu'il y a des gens élus
pour la science. Donc, c'est des choses, bon, il faut les faire parce que ça, c'est question de loi maintenant. C'est-à-dire, la loi s'impose quand un gouvernement décide une chose, que tu fasses partie de ces pays-là, c'est-à-dire dans la précarité du pays, tu dois t'appliquer à ça parce qu'il ne faut pas être hors la loi et que tu attires les abeilles sur toi. Mais nous, moi, je parle métaphysique. L'alimentation qui est d'abord le tout premier qui purifie l'organisme a dépassé l'air que nous respirons n'existe pas. C'est pourquoi tous les matins, on doit faire des séances de respiration jusqu'à ressentir les fourmillements. Et là, au moins, je crois qu'on est seul chez soi et on n'est pas avec des gens pour dire que bon, on va respirer et peut-être rejeter des gaz carboniques qui sont porteurs de virus. Après, on prend de l'eau chaude, on chauffe de l'eau. On boit ça comme si c'était le café, sauf qu'on n'y met ni sucre, ni miel. Un bon verre d'eau chaude et directement, on prend de l'eau fraîche. Cela va fructifier le sang. La circulation du sang sera fructifiée. Et le fait que le sang soit fructifié, je dis, le sang sera fructifié et la circulation du sang sera fructifiée. Et là, on gagne de beaucoup pour ce qui aurait dû être comme implémentation d'un certain virus qu'on aurait dû peut-être prier en dormant. Et comme ça prend des jours pour se manifester, et comme c'est aussi asymptomatique, comme on nous le dit, il y a donc lieu de constater que, en tout état de cause, vous aviez pu vous purifier. Maintenant, on doit se laver de l'eau chaude, de l'eau fraîche, pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Ceci va faire en sorte que la température de l'organisme, dans sa globalité, puisse changer. Ça change que quand vous chauffez de l'eau, vous vous lavez de cette eau. Directement, vous vous lavez dans le même temps avec de l'eau fraîche. Là, la fluidification du sang s'est faite de manière générale. Ça ne se limite pas seulement au niveau des poumons ou de la cage thoracique. Voilà une autre démarche. Viendra donc le petit déjeuner. Qu'est-ce que vous devez prendre comme petit déjeuner? Et là, il faut chercher des fruits alcalins. Des fruits, une alimentation alcaline, parce que en temps d'épidémie, le pH est acide. C'est l'acidose. Oui. Ça, de l'acidose pulmonaire pour ce qui est de cette maladie et l'acidose métabolique. Alors, il faut maîtriser cette acidose. Si vous maîtrisez ça avant, même si on vous teste positif, vous serez dans la gamme des malades ou des personnes asymptomatiques continuellement qui n'ont pas été soignées et qui n'ont pas été victimes de quelque chose. Parce que n'oublions pas que nous avons toujours des microbes dans notre organisme. Au niveau du tube digestif, particulièrement au niveau du côlon, il y a des bactéries. D'abord, lorsqu'on parlait des microbes, on fait allusion à quoi? Aux cellules, aux unicellulaires. Là, nous avons des prokaryotes qui font partie des cellules qui entrent dans le cadre du système défensif, à côté des eucaryotes qui sont d'autres cellules qui tranquillement attendent la protection. Nous le verrons au cours de la prochaine édition. Ça sera mieux élaboré pour que ça soit bien expliqué. Donc, à partir de là, on a son petit déjeuner à base de l'alcalin, le déjeuner de midi, les produits vivriers qui sont du sol, les produits qui sont plus alcalins en termes de nutriments partant de l'alimentation, c'est des légumineux et des légumes. Des pommes de terre, par exemple, ont un taux alcalin très élevé. Il faut les préparer avec la peau. Et on les lave, on les prépare avec la peau, ou on en boit. C'est-à-dire, on fait des purées de pommes de terre pour boire. Ce n'est pas des antibiotiques. Je ne suis pas en train de parler des antibiotiques parce que il y a des débats autour du fait que tout ce que les gens proposent, où sont les antibiotiques dedans, le côté attaque immunitaire, on fait quoi avec? Non, il faut réguler le fonctionnement de l'organisme. Les déchets qui sont considérés comme
des virus et tout, n'auront pas effet sur le corps. Alors, professeur, on va revenir sur ce sujet. Le temps pour nous de proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de la chronique qui va revenir sur la métaphysique, la sorcellerie et la santé. On revient juste après. Métaphysique, santé, médecine et sorcellerie. Chaque être humain est une personne à double dimension, psychique ou cosmique et physique. La Bible chrétienne nous apprend que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Quant à la métaphysique, l'homme n'est qu'une parcelle de l'univers et qui serait créé à la ressemblance de cet univers, le cosmos. De là vient la notion du macrocosme, univers entier ou global, et du microcosme, parcelle de l'univers. L'homme est donc de l'essor du microcosme, c'est-à-dire qui serait une fine partie, une parcelle de l'univers. L'univers étant Dieu, c'est donc normal qu'il soit considéré comme étant à son image. Mais au vu de cela, nous voyons que l'homme est un univers totalement complexe en soi. À cause de cette complexité, il ne nous est pas facile de connaître assez de choses concernant la cellule, bien qu'elle soit le seul vrai micro-organisme de notre corps. La cellule humaine peut être à l'état igné, gazeux, liquide que solide en tant que matière. Mais dégradée, elle pose énormément de problèmes de réparation aux chercheurs et pratiquants en médecine officielle. C'est pour cela que les questions qui intéressent la santé sont restées confuses, car la santé est une chose et la médecine en est une autre. Cela dit, on peut comprendre pourquoi depuis des millions d'années, la maladie est restée difficile à diagnostiquer, à cerner, voire impossible à éradiquer. La santé au sens propre. Selon les métaphysiciens et traditionalistes, la santé se définit par l'absence totale de la peur, du doute et aussi par la pensée positive, créative. C'est ce qui fait préserver le corps contre toutes sortes d'attaques et rend possible l'atteinte du bien-être réel. La santé est donc un état d'équilibre normal, spirituel et divin que peut bénéficier l'organisme de tout un chacun. Les médecins contemporains sont probablement les dernières personnes chez lesquelles l'on puisse s'attendre à une définition positive de la santé. Comme en général, ils n'ont que le loisir d'examiner les malades, pour eux, la santé devient possible dès qu'il y a l'absence d'un état morbide chez un individu donné. Si l'on doit définir la santé avec autant de légèreté, c'est qu'il serait nécessaire de reconstituer tout, et ce dans le but de mieux faire comprendre ce qu'est la maladie d'une part et la souffrance d'autre part. Certes, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la santé est un état de bien-être complet, physique, psychique et mental, individuel et collectif, l'absence de toutes sortes de malaises, de douleurs, de maladies, etc. Alors, professeur, nous revenons vers vous avec la métaphysique. C'est bien sûr, on vient de voir médecine, sorcellerie, métaphysique et santé. Mais j'aimerais qu'on continue un peu sur le chemin de la pandémie qui sévit actuellement dans le monde entier. Alors, j'aimerais bien savoir, professeur, on a eu beaucoup d'éléments, il y a il y a eu des informations ou alors je vais dire quoi, des révélations qui ont été faites comme quoi il y aurait un savant français, je crois, qui avait prédit la pandémie que nous vivons actuellement. Alors moi, j'ai bien envie de savoir, métaphysiquement parlant, est-ce que la pandémie que nous vivons actuellement, c'est une malédiction ou alors c'est quelque chose qu'on peut expliquer, bien sûr, du point de vue métaphysique? Alors là, la question posée
nécessite une réflexion et en même temps un ressentir. Au niveau de la réflexion, les gens manipulent des armes chimiques, c'est-à-dire ils sont en train de mettre sur pied des armes chimiques dans notre monde-ci pour diminuer la population. Alors, ils sont suspectés parce que là, on a plusieurs vidéos, les fake news et des vidéos sérieuses qui essaient d'expliquer un phénomène allant dans ce sens-là. Alors, mais la malédiction existait dans ce sens que ce genre de personnes doivent exister dans la société. Donc là, c'est pourquoi je dis le ressentir. Le ressentir, ça veut dire que nous ne sommes pas à l'abri de la malédiction. Parce que nous ne nous comportons pas comme des gens qui harmonisent la terre. C'est-à-dire qu'ils ont besoin que la terre soit en harmonie, que les hommes soient en harmonie avec l'univers, parce qu'il y a le macrocosme d'une part et d'autre part le macrocosme, le microcosme. Nous faisons partie nous sommes parcellaires au macrocosme, donc nous sommes microcosme. Il serait hors de question que nous nous désolidarisons de l'univers pour nous mettre à part et formant un monde de nos rêves, des rêves égoïstes et des rêves qui ne tiennent pas le coup. Alors, si la procréation embête l'humanité aujourd'hui, parce que on a l'impression que ce que disait Karl Marx, qu'à un moment donné, les besoins ne seront pas satisfaits parce que les moyens de les satisfaire, les besoins primaires, l'alimentation et tout, ne seront pas possibles parce qu'il y aura plus de gens que les moyens de les nourrir. Mais le problème, c'est que les gens ne sont pas éduqués, ne sont pas formés, ne sont pas initiés. On peut passer 2 jours, 3 jours, on ne mange pas. Et ça fait beaucoup de nourriture pour ceux qui, eux aussi, prennent le relais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que je ne mange pas, d'autres mangent. Et on doit manger ce qui est suffisant par rapport à comment on va digérer. Mais vous trouvez des gens, ils mangent 5 kilos de nourriture par jour, lui seul, et demain, il ne défèque pas. Il ne fait pas les selles. Le lendemain, il mange encore 5 kilos. Au bout de 10 jours, il a 10 kilos de nourriture qu'il a mangé. Et ce genre de personnes vont procréer des personnes aussi qui sont mangeurs comme elles. Résultat, nous sommes dans un environnement où ce n'est pas lutter contre la démographie, mais c'est lutter contre le système scolaire, qui est une emprise de cerveau des gens, c'est-à-dire un système qui est là pour formater le cerveau des gens et non pour amener les gens à s'auto-prendre en charge. C'est-à-dire que vous allez à l'école pour être l'esclave d'un système. Et dans la servitude, d'autres profitent. Mais même eux qui semblent profiter, ils sont concernés par les dégâts qu'ils ont occasionnés à la population du monde entier. Et il y a des ministres qui sont attaqués par Covid-19. Il y a les membres du gouvernement, il y en a d'autres qui en meurent, il y a des médecins qui en meurent, il y a des prélats qui en meurent, il y a tout le monde qui en meurt. Alors, est-ce que ce n'est pas le moment à l'heure actuelle de se poser la question que c'est une malédiction, comme tu te la poses ou comme tu me la poses? Bon, auquel cas, on va dire, donc la malédiction, on a fait quoi? Nous payons le prix de quoi? Effectivement, quand on parle de malédiction, voilà. C'est pourquoi, alors, quel est le prix que nous payons? Oui, mais nous avons la malédiction qui vient du fait que, suivez mon regard, les premiers à mourir ont été les Européens et ils sont toujours comme ça parce que la grippe espagnole avait tué beaucoup de gens. Ils ont toujours eu des pandémies. Et malheureusement pour l'Afrique, lorsque les pandémies arrivent là-bas et ils viennent se partager de l'Afrique, comme pour dire que nous partons les aider, alors qu'ils sont là avec des idées, comment profiter. Parce que là, quand vous êtes, c'est comme là maintenant on nous dit, comme nous n'avons pas de plateau technique, on ne sait pas trop ce qu'en ont, ça a servi à quoi pour qu'on en ait. On ne se pose pas la question que ces plateaux techniques même là servent à quoi. Puisque ça ne sert pas à ces gens-là.
Bon, c'est des mots juste pour grossir l'hégémonie. Alors maintenant, puisque vous n'avez pas de plateau technique, vous n'avez pas de livres, vous n'avez pas les moyens de soigner les gens, même vos soins traditionnels, on ne veut pas que vous communiquiez ça aux gens. Il n'y a aucun forum au niveau de l'Afrique, sauf le Bénin, j'ai appris, qui a essayé de voir comment, dans le cadre multisectoriel, fonctionner, c'est-à-dire la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Au Cameroun, ça se parlait comme ça en l'air. C'est les médecins qui, ils n'ont pas peur de ce virus-là par rapport aux Européens. Hein. Parce que peut-être qu'ils ont une longueur d'onde de plus par rapport à leurs maîtres. Alors, et ils sont mordicus déterminés à ne pas voir quelqu'un venir leur rendre à ravir la vedette. C'est-à-dire un système, un groupe de praticiens et tout. Non, on ne veut collaborer avec personne. On veut faire seul. Et là, le branle-bas, c'est que le problème qui se pose là maintenant, c'est qu'est-ce qu'on voudrait bien obtenir de tout cela. C'est pas, je suis en déphasage avec ta question, mais voilà. Mais, professeur, si on a l'habitude souvent de dire que tout ce qui nous arrive dans la vie n'est pas forcément mauvais, il y a sûrement une leçon ou alors on devrait grandir après cette situation. Aujourd'hui, le monde est frappé. Malédiction, je ne sais pas, peut-être. Alors, mais maintenant, c'est déjà là et ça va sûrement se terminer à un moment. Quel est le message ou alors qu'est-ce que la nature ou alors le bon Dieu voudrait bien nous enseigner? La métaphysique. Ou alors la métaphysique voudrait Ouais, bien nous parce que enseigner le bon Dieu, travers, là, on tombe à l'église. à travers cette pandémie. Alors, je crois qu'il y a des marées hautes, les marées basses. Il y a le flux et le reflux. Lorsqu'on voit les mouvements de la mer, on ne se pose pas de questions souvent. Mais il y a des moments où les gens mettent des bases sur un socle, disons, comme si on faisait l'édifice ou des châteaux, des cartes, et qu'ils soient étonnés que les cartes-là s'écroulent à un moment donné. Nous sommes dans un monde où je me pose la question si, cette fois-ci, les gens vont changer des méthodes. Parce que au niveau de la santé officielle, du moins des officiers de la santé, ils ne sont pas prêts à en découdre. Leur véritable bataille là maintenant, ça ne s'arrête pas seulement pour soigner les maladies, mais qui a le droit de faire quoi, hein? Et comment ça doit se faire entre eux qui font partie de la même chapelle. Alors maintenant, on constate que au niveau de l'Afrique, lorsque on suit les télés et les radios, et surtout les télés qui prêtent le flanc en construisant des bases communicationnelles quotidiennes concernant ce virus, il y a des gens, surtout les Africains, qui sont hors du Cameroun, qui sont de la diaspora, des gens qui sont des hybrides, qui ne sont ni africains ni européens, et qui défendent mordicus des causes perdues, telles que le vaccin, telles que cela, et pensent que nous sommes tellement fragiles qu'il faille qu'on le fasse. Alors, mais moi, quand je suis les médias officiels, il se pourrait qu'on a essayé des vaccins sur la communauté noire aux États-Unis dernièrement. Et il y a eu plus de morts dans cette communauté, plus que possible. Alors, on parlait de précarité, on parlait de ceci, dans le même temps qu'on développe cette information. Je crois que cette information est passée lundi matin, à une des radios de l'Occident. Alors, pour finir, quelle est la leçon que cette pandémie nous donne? La leçon que cette pandémie nous donne, c'est la leçon de l'humilité. Parce que l'humilité commence par la science. Il faut que des gens qui ne sont pas en train de faire science, qui sont en train de défendre des causes industrielles,
se remettent en cause, eux-mêmes déjà. Et qu'on essaye de voir, parce que la santé date de plus de 6 millions d'années. Le temps d'Hippocrate et tous ces gens-là. Et la santé artificielle, c'est-à-dire la santé des hôpitaux, ça a pris de l'ampleur, ça fait 70 années. Après la Deuxième Guerre mondiale et tout, ça a pris de l'ampleur, on a commencé à vacciner les gens à qui mieux. Mais dans les années 1700, il y avait des querelles. Avant 1700, entre 200 ans, c'est-à-dire au deuxième siècle de notre ère, il y avait des messieurs comme Galien qui disaient que le sang ne circule pas. Et cela a fait tuer beaucoup de gens qui se sont opposés à cette proclamation scientifique, parce qu'il était proclamé scientifique par le Vatican, qui à l'époque était le maître de jeu pour toutes sortes d'enseignements. Alors, donc, c'est à partir du 16e, 17e, 15e, 16e siècle qu'on a commencé à rire au nez des gens qui continuaient à penser que le sang circulait. Il fallait rentrer au 17e siècle, déjà 16e, 17e siècle, pour qu'on réalise que la circulation du sang est effective. Et là, quand cette science qui a tué des gens se réveille à l'aube d'une nouvelle découverte, alors on dit ceci, la science évolue. On ne dit pas c'est une science de mesquinerie, c'est une science en conscience, mais on dit qu'elle évolue. Donc je pense que cette science va donc évoluer cette fois-ci encore. C'est-à-dire qu'on va un peu se désorienter des concepts préétablis dans le genre de choix des recherches. Parce que la recherche dans le domaine scientifique se base sur l'artificialité. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des choses qui vont agir seulement et seulement sur le physique. C'est ce qui fait que des maladies comme le diabète, quand on ne peut pas soigner un diabétique et qu'on peut lui changer le pancréas, parce que c'est quelqu'un d'important dans le monde, et qui a un donneur, ça veut dire que quelqu'un qui avait son pancréas, qui a encore son pancréas bien, mais qu'on a condamné à mort par ce système-là, qu'on lui dit tu es condamné. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu donnes les organes, comme ça, l'argent va sortir, ça va aider ta famille et tout. Bon, on dit, puisque moi je suis condamné, on va donc piocher les organes et les placer quelque part. Pourtant, on peut permettre et réveiller le fonctionnement du pancréas si on comprend que pour quelqu'un qui a un gros poids, le pancréas comme deuxième langue du tube digestif ne va pas grossir pour pouvoir fonctionner très bien et produire autant d'insuline qu'il faut. Donc, il faut l'amener à retrouver un poids dans l'adéquation taille, poids, âge. Et par rapport à son équilibre acido-basique, on obtient un résultat fameux que de faire la transplantation des organes. Donc, des choses qu'on doit, c'est-à-dire qu'on doit se préparer à un nouveau monde. Ce nouveau monde consiste à faire quoi? C'est que la vague des morts qu'on a là maintenant nous servait de leçon, de un. De deux, que les malades qui sont là maintenant, qu'on les soigne n'importe comment pour qu'ils ne tombent pas malades. Du moins, qu'ils n'en meurent pas. Bon, là, ce n'est pas le moment de faire la morale, c'est le moment d'intervenir. Bon, mais maintenant, que les gens qui sont soignés là maintenant, qu'ils sachent que les effets indésirables, la toxicité des produits qu'ils ont eus, ne va pas les tuer demain ou après-demain, mais va produire d'autres effets dans l'avenir. Ça, qu'ils le savent. Moi, je dis souvent aux gens, quand tu finis de prendre des médicaments, prends aussi une cure de détox pour permettre à ton corps d'évacuer les excès d'excipients, des produits qui font partie des excipients qui n'ont pas été biodégradés dans l'organisme. Et comme ça, ça te redonne la vitalité nécessaire pour continuer à mieux vivre. Alors, professeur, moi j'aimerais revenir sur un pan
que vous avez détaillé tout à l'heure. Quand vous me dites que malédiction ou bien vous avez parlé du ressentir et vous parlez tout à l'heure également d'un nouveau monde qui va arriver justement après cette pandémie. Alors, est-ce qu'on peut espérer que ce nouveau monde-là, ou alors à l'arrivée de ce nouveau monde-là, l'être humain ou alors la spiritualité prenne le dessus sur ce que nous avons par rapport à ce que nous avons actuellement? Non. Ça sera individuel. Ça ne sera pas étatique. Si le Cameroun va compter quelques morts seulement, et qu'après les contaminés se retrouvent, ça sera comme si quelque chose était banal, c'était banal quoi. Bon, et ainsi de suite. Et même les pays, les États-Unis, la France et tout, par rapport à d'autres pandémies, on va faire la comparaison. Il y a eu des pandémies où des villes entières se décimaient. On comptait quelques individus seulement. Bon, je n'ai pas la liste de ces pandémies sous mes yeux. Et je ne vais pas en parler là maintenant. Alors, si on comptait seulement peut-être les 10 000, les 20 000 et tout, mais ça ne dérange personne parce que c'est un monde mercantile. C'est un monde mercantile. Si les gens meurent et d'autres vivent, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. Bon, mais si c'est que on constate que toute la ville de Paris, il ne reste que quelques têtes, là, ça va essayer de faire réfléchir les gens sur des méthodes et tout. Et que ces scientifiques même là, qui sont les détenteurs de l'hégémonie et d'une certaine science qui est pourvue de conscience et qui impose une seule voie à suivre dans le monde entier. Si beaucoup d'entre eux meurent, je suppose que ceux qui vont rester vont faire d'autres comités ou bien d'autres comités, oui, de réflexion pour dire, bon, écoutez, tout ce que nous avons programmé, ça ne nous a pas beaucoup servi. Bon, il faut qu'on déprogramme ça, on essaie de programmer les choses autrement. Mais seulement, les industries ne fermeront jamais boutique. Et c'est l'industrialisation de la vie qui a tué l'homme. Parce que l'industrie, c'est la richesse. Si le Cameroun a 10 sociétés industrielles, comme les sociétés brassicoles et la principale société, je ne les cite pas, où les impôts par an, d'abord, dans le cadre de l'entreprise même, c'est des milliards. Et dans le cadre des incidences, par exemple, prenons les bars, les ventes emportées, les boîtes de nuit, ce que ça paye comme impôt, les dépôts de boissons. Et dans les incidences sur le plan santé, les sucreries qui donnent des cancers, et les cancers de sein, les cancers de col de l'utérus, les cancers de sang, toutes sortes de cancers. C'est sur les colorants que cela ressort. Je n'inventais rien. Alors, cela entraîne les impôts au niveau des cliniques et au niveau du médicament. Alors, tous ces impôts-là enrichissent le pays. C'est ce qui fait la richesse des États-Unis. Ce n'est pas autre chose. C'est l'industrie. Et c'est pourquoi la couverture sanitaire pour le petit peuple n'est pas recommandée. Parce que ça va faire, il n'y aura pas d'impôts suffisamment pour avoir les armes et rester une puissance mondiale. Alors, quelle est la préoccupation occulte de l'homme? Sa préoccupation, elle est dans la magie noire. Alors que la préoccupation occulte par rapport à la métaphysique serait de purifier les cœurs des gens, parce que de par la pureté, c'est la pureté qui guérit, c'est la pureté qui purifie et qui soigne. Alors, on doit utiliser des choses qui quelque part rapportent de l'argent. Aujourd'hui, quand tu discutes, du moins pas aujourd'hui, depuis toujours, quand on discute avec un médecin, il vous dit qu'on ne peut pas prendre en compte des produits traditionnels simplement parce que ça n'a pas fait d'essais cliniques. Mais lorsque tu lis ce qui se passe dans ces essais cliniques
surtout en matière de vaccination. À peine le vaccin est fabriqué, à peine il est appliqué. Et on a constaté, par exemple, en psychiatrie, des produits qui ont été manipulés pour pouvoir aller sur le marché et ne pas attendre 2 ans d'essai clinique en quelques mois seulement. Tout ça, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un monde fermé. La Terre, la planète est devenue un village où nous avons des vidéos, hein, on s'éduque, hein, on se cultive, on n'est plus seulement dépendant de son diplôme. Pourquoi les autres ne le font pas? C'est ça le problème. Pourquoi ils ne s'éduquent pas? Pourquoi ils ne se cultivent pas? Pourquoi rester sur les cahiers de cours, hein, de l'université? Hein? C'est ça le problème. Donc moi, je vois mal. Parce qu'il y a un jour, j'étais en interview avec un médecin qui, à l'époque, était la deuxième personnalité de l'Ordre national des médecins. Alors, à un moment donné de l'interview, il a dit que nous, les Africains, nous n'envoyons pas des fusées sur des planètes. Nous ne faisons aucune découverte. Quand est-ce que nous allons égaler les Européens, les Blancs? Bon, donc, quand on parle du Blanc, c'est que le Blanc ne peut pas faire, seul Dieu peut le faire. Bon, alors moi j'avais ri. Heureusement que, puisque c'était une émission en différé, quand le match n'était pas gagné par lui, il a demandé que ça ne passe pas. On a cherché un petit biologiste qu'on a replacé devant lui. Ils se sont échangés et puis l'émission est passée. Alors, résultat, prenons par exemple le cas du sida. Quand le sida arrive au Cameroun, moi j'ai fait des travaux avec des malades qu'eux ils disent qu'ils sont sidéens. Positif à l'entrée, quelques temps après mes propositions, alimentation, ceci, cela, ça bascule du côté négatif. Je fais un bon dossier, je me présente au ministère de la Santé du Cameroun, je présente le dossier pour aider les malades de l'hôpital du jour qui venait d'être créé à l'hôpital La Quintini. Jusqu'à aujourd'hui, ce dossier n'a jamais été exploré. Si bien que ça m'a fatigué de rencontrer ces gens-là, je ne vais plus jamais les rencontrer depuis un bon bout du temps. Tu fais 6 mois derrière un dossier et tu ne le fais pas pour aller chercher de l'argent. Tu dis simplement que tu veux voir comment tu peux aider des malades. Mais parce qu'on les a confisqués, hein, donc tu n'as pas accès à ces malades. Et pourtant, comment je suis arrivé à cette histoire? J'avais remarqué que au niveau de la Quintini, beaucoup de malades qui étaient déclarés sidéens entraient par l'entérogastrologie. Et là, c'est Sonin Pondo qui était médecin à l'époque. Alors, j'avais travaillé avec le père, son ami, il n'est pas là pour dire oui ou non, sur certains dossiers, et je suis passé sur les lits des malades, enquêter les malades. Comment tu es entré là? Ça a commencé comment? Et ça m'a donné la piste pour les aider. Et c'est comme ça que j'ai pioché certains malades que j'ai ramenés à l'état normal. Et avec ça, j'ai eu un dossier qui me permettait de présenter quelque chose à l'État pour aider les malades. Ça n'a jamais exploré. Voilà, donc nous avons un problème. Il y a un problème. Donc moi, je pense que pour répondre à ta question de manière simple, c'est que pour l'Afrique, il y a encore beaucoup à faire. Parce que nous avons plus d'intellectuels diplômés que d'intellectuels raisonnés. Voilà. On va proposer la réflexion de ce soir et puis on revient juste après pour la suite de notre émission. Quand on a un risque d'être malade, de se faire diagnostiquer. Alors là bien aussi, sûr, mais alors répondez à ma question. Là vous aussi, avez suffisamment de tests à Marseille, contrairement à d'autres régions. Comment vous les avez tous ces tests? On va dire, je peux vous dire que c'est difficile. Il faut être débrouillard. On va dire, on est dans un état de pénurie. Il faut trouver des réactifs, des écouvillons. C'est vraiment un état compliqué là-dessus. Mais comme je l'ai expliqué à la dernière interview, l'IHU de Marseille est un vaisseau de sérieux. Et vous, dans votre hôpital, est-ce que vous dépistez les gens? Ben évidemment. Alors, réponse. À votre avis? Oui ou non? À votre avis? Ben je ne sais pas, donnez-nous les chiffres. Combien vous faites de tests? Je suis pas venu polémiquer, je suis venu expliquer aux téléspectateurs est-ce qu'à la Pitié-Salpêtrière, où on en est vous dans arrivez... le traitement d'une maladie qui n'a pas de traitement. Est-ce que vous arrivez à dépister tout le monde à la Pitié-Salpêtrière à Paris? Personne ne dépiste tout le monde nulle part actuellement par manque de tests. Ben nous aussi. Ça c'est clair. Bon, mais arrêtez de Nous, dire on le nous fait. oui, vous non, c'est pas du tout le problème. On est devant ben une nous, épidémie on va dire, grave à un qui moment tue donné, des vous gens. dites que vous faites pas, On vous n'est jetez pas en le train de discrédit sur s'opposer. tout.
on a le même objectif. On arrive à faire déjà une chose. Attendez, donc il faut que déjà, tout le monde parle en même temps. Ouais, moi, ce que j'aimerais savoir, On n'a Éric pas Chabrière, fini de comprendre cette pathologie. On est prêt à essayer des traitements. Faisons-le de façon raisonnée, scientifique, et donnons nos résultats. mais de pourquoi façon vous cohérente. n'arrivez pas, moi je veux Parce opposer que ça va- personne, pourquoi vous n'arrivez Moi non pas à plus. tester tout le monde? Mais on n'a pas assez de tests, c'est clair. Donc eux, ils en ont assez à Marseille, Je mais ne sais vous, à pas. Paris, Non, vous n'en avez pas assez. mais monsieur, je suis désolée, le tester tout le monde, ça vaut quand l'épidémie commence, mais quand on est dans une phase de confinement, on n'a pas besoin de tester tout le monde. Il faut que Non, les gens mais ceux restent qui chez eux. arrivent à l'hôpital, vous les Ceux qui arrivent à l'hôpital, quand ils ont besoin d'être Je testés, vais vous rassurer, je suis d'accord avec le collègue sur le fait que dépister et traiter tôt, si on a une molécule qui... Aujourd'hui, ce soir, au moment où nous parlons, combien y a-t-il de détresse respiratoire, de Un réanimation? Non mais il y a des gens qui arrivent en détresse, on va dire là-dessus. Ils ont Moi, pas ce que je vous dis, c'est que je prends les données brutes. C'est pour ça, vous voyez qu'on est déjà en train de partir sur de la méthodologie. Il y a 700 personnes qui on va dire, qui ont pris le traitement. On a eu un décès, 1500 qui ont été positifs à Marseille, 11 décès. Moi, je compare ça avec ces données de France. C'est complètement différent. Je ne dis pas que derrière, on n'a jamais dit que c'était un traitement miraculeux. Ça a l'air, ça donne de l'espoir. C'est, on va dire, ça a l'air de bien fonctionner. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on vous dit qu'on a peut-être une bouée qui a l'air de flotter et vous êtes en train de me dire qu'elle n'est pas homologuée? Donc laissons se noyer les gens. Alors, vous avez vu aussi l'ordre des médecins ce soir qui dit quoi? Qui appelle les médecins à attendre la confirmation ou l'infirmation de l'utilité de la prescription de ce traitement. Il s'agit sans doute de l'étude européenne Discovery, 3200 patients traités en Europe, dont 800 en France, et la plupart qui sont déjà dans des cas graves. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre réaction à ce communiqué de l'ordre des médecins qui est tombé ce soir, hein? On l'a reçu tout à l'heure. Mais vous savez, à un moment donné, on va dire, à l'IHU, vous voyez bien que le professeur Raoult se fait rare et ne communique que par vidéo ou par presse écrite. La PCR dépiste le virus, la PCR, la sérologie, les anticorps. Les anticorps apparaissent dans un délai qui est variable. Les IgM apparaissent relativement vite. Si on regarde les études de Wang qui ont été faites, en Chine, on se rend compte que si on cumulait, par exemple, la PCR et les IgM anti-Covid-19, on a une sécurité à 98, je crois, 98 et quelques pourcents en ce qui concerne le diagnostic. C'est évident que les IgM, c'est intéressant, bien sûr, c'est intéressant. Bon, il y a deux types de tests. Éric Chabrière, j'aimerais qu'on revienne sur vos 701 personnes qui ont été traitées avec la chloroquine et un antibiotique. Quel profil ils ont? Ce sont des jeunes, des vieux, des gens déjà très atteints? C'est tout le monde? C'est le tout venant, c'est le tout venant, c'est le tout venant, c'est la politique qu'on prône, c'est dit que vous avez des symptômes, un diagnostic et une prise en charge. C'est comme ça. Pour les biais, on peut comparer les gens qui sont juste diagnostiqués précocement. Bien sûr, on va dire c'est beaucoup mieux, ça, tout le monde s'accorde là-dessus, et je pense que c'est une bonne chose. Mais après, on a aussi les gens qui ont été mis sous hydroxychloroquine et azithromycine, et on a encore une baisse d'un facteur 5. Comme je dis, on ne dit pas que c'est... À comprendre. Tout ça, on le prépare maintenant pour le faire après ce pic. Donc, de grâce, gardons raison, étudions les données, discutons-les avec vous, mais pendant ce temps-là, tout le monde travaille d'arrache-pied pour essayer de sauver. Alors, il nous reste une minute. Éric Chabrière, est-ce que dans la semaine prochaine, vous aurez testé et traité 1500 personnes au train où vous allez? Je pense que c'est à peu près à ce rythme. On va dire, nous, on a décidé de faire ce choix, dépister et prendre en charge les personnes avec notre traitement s'ils le désirent. Et tant que les données sont encourageantes, on va continuer. Et si les données devaient à changer, on arrêterait ou on réadapterait. Pas de malade en rien. C'est notre position. C'est empirique, voilà. Il n'y a pas une rationalité, on n'est pas dans la norme, dans la méthode. C'est là où sont nos divergences. Je pense que tout le monde sur le plateau est d'accord pour lutter contre la maladie, sauf que nous n'avons pas forcément des fois la même vision pour avancer. Mais vous nous, imaginez ce que ça signifie choix. pour l'ordre des médecins, le qualificatif empirique? C'est là le problème. Mais la médecine, durant, on va dire, les centaines d'années, a toujours avancé comme cela. La médecine est souvent qualifiée d'art et pas de science. Les choses sont très compliquées. Regardez bien toutes les molécules qui avaient une indication précise, une AMM, qui
Alors, professeur, on a une question qui nous vient d'un téléspectateur. Comment, bien sûr, avec le regard métaphysique, comment pourrait-on expliquer le fait que l'Afrique soit le continent le moins touché par la pandémie? Parce qu'on parle actuellement de près de 700 pour l'Afrique. Bon, l'Afrique ne devrait même pas avoir cette pandémie comme ça se passe ailleurs. Mais sauf qu'il y a des Africains qui se sont européanisés. C'est normal que leur organisme soit disponible, réceptif au virus, au même titre que les Européens, ce qui n'est pas exclu. Il est fort probable que vivre comme l'autre n'est pas exclu que tu aies la maladie comme lui. Par exemple, nous avons des maladies de civilisation qui n'étaient pas en Afrique. Le diabète, du moins le cardiovasculaire, qui n'était même pas en Europe. Parce que ce que j'entends souvent dire les médecins africains, ils disent que qui étaient là pour dépister le diabète avant pour dire qu'il y avait le diabète ou pas. Mais l'Europe même parlait des maladies du progrès technique, donc des maladies des technologies, d'avancées technologiques. C'est quand le domaine alimentaire est tombé dans l'agroalimentaire, on a industrialisé les aliments, que certaines maladies du genre cardiovasculaire ont pris pion sur eux. Donc l'Afrique n'est pas censée avoir la maladie comme on attend. C'est vrai que je ne suis pas en train de faire là une voyance. Mais si c'est qu'on doit faire une voyance, on verra bien que cette maladie-là ne va pas concerner les Africains au même titre que les Européens. Voilà. D'abord, il y a ça. Il y a aussi que les Africains, non seulement ils ont leur manière de vivre, pour ceux qui sont restés africains, qui mangent leur nourriture traditionnelle, n'ont pas de troubles métaboliques au même titre que ceux qui sont emportés dans l'alimentation artificielle. Donc, les épidémies ne sont pas de nature à tuer tout le monde sur le simple fait que tout le monde n'a pas la même réponse alimentaire par rapport à l'épidémie. Alors, mais professeur, ce décalage, est-ce qu'on peut espérer, alors on peut commencer déjà à dire que l'Africain commence à comprendre ce qui se passe et espérer que ça va de grandissant dans le changement de comportement et de mode de vie? Non, moi je pense que les médias doivent jouer leur rôle. Mais dans la communication, il y a un problème de choix des personnes et ressources en fonction des thèmes. Mais ce qu'il faut aujourd'hui aux Africains, c'est une éducation de la masse par rapport aux pandémies. Cette éducation de la masse doit passer par le fait de parler plus du vitalisme, c'est-à-dire du génisme, du vitalisme. Et parce que lorsque on parle du génisme, c'est-à-dire le gène de vie qui permet à ce qu'on ait le savoir qui va accompagner le choix des aliments. Et puis là-dedans, on va avoir une méthodologie qui verse dans le ludisme, c'est-à-dire les méthodes qui voient le corps de manière globale, qui ne voient pas le corps par rapport aux poumons, par rapport aux yeux, par rapport aux oreilles et tout. Et qu'on dise que quand on se comporte comme ça, on peut avoir une maladie sur n'importe quelle place de son organisme, n'importe quelle partie de son organisme. Et que cela soit répertorié et cela soit divulgué. Aujourd'hui, en Afrique, ce n'est pas des personnes qui communiquent ou qui peuvent communiquer de cette manière qui manque. Mais sauf que ce genre de communication est étouffé. Cette communication fait comme si elle fait barrage à faire du n'importe quoi.
Et là, faire du n'importe quoi fait aussi que n'importe quelle maladie entre dans notre territoire. Ça dit trouver la porte ouverte. C'est comme vous pouvez avoir des problèmes dans votre ménage parce que vous vous engueulez en public tout le temps et les sorciers, étant là, s'accaparent de vos paroles. Par exemple, si tu dis à ton époux ou à ton épouse, je vais te faire, tu vas voir comme ça. Et le sorcier, comme vous êtes fragilisé, vous n'êtes plus unis. Il va y entrer, et quand il frappe ton mari, on dit que c'est toi qui l'as fait. Donc c'est ça, nous avons laissé les portes ouvertes, nous n'avons pas une cohésion d'idées, nous pensons que ailleurs c'est mieux, c'est même ce qui fait, les gens cherchent à s'expatrier. Bon, c'est vrai que d'aucuns ont retourné vite en courant parce que la mort est quelque part où c'était avant le ciel et le paradis. Voilà, la mort y est venue s'installer. Alors, Alain Brice, depuis Odia, voudrais savoir comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que le Covid, bien sûr, fait ravage maintenant. Pourtant, les bêtes, comme ils nous disent que le Covid vient des bêtes contaminées qu'on a dû manger. Or, ces animaux ont toujours été mangés et jamais on a eu ce problème. Pourquoi c'est maintenant que ça se révèle? Bon, moi, je ne sais pas si ces bêtes qu'on mangeait avant avaient le Covid. Donc, je ne sais pas. C'est maintenant qu'on dit que nous sommes contaminés, que sans doute c'est ça. Même si on cache quelque chose derrière tout cela, bon, on prend ça comme ça parce que l'information officielle en vaut la peine. Voilà. Alors, bonsoir professeur, merci pour tout. Sachant que la quasi-totalité des Allemands sont cultivés aux engrais chimiques et ces derniers deviennent acides, que faire dans ce cas pour redonner vie à ces Allemands? Bon, alors, je préfère qu'on comprenne une chose. La quasi-totalité des Allemands sont faits à base d'acides, mais il y a quand même des produits comme des citrons qui, bien que acidifiants, chassent l'acide. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un mal pour combattre un autre mal. Il y a les oignons qui sont à base de produits, comment il appelait ça? Les engrais chimiques. Oui, voilà. Des engrais chimiques, mais des citrons, non. Le citron, peut-être dans l'avenir, on va commencer à en faire autant que les autres produits. Donc, on peut trouver l'ail, on peut trouver... Il y a deux catégories, deux variétés de gingembre au Cameroun. Il y en a qui est cultivé naturellement, il y en a qui est cultivé à base des engrais. Et quand tu les consommes, tu sens la différence. Ce qui est cultivé naturellement, ça pique. Ce qui est cultivé à base des engrais, ça a un goût pas le même. Une couleur différente. Oui, une couleur différente. Elle est plus blanche, un peu tirant vers le blanc, alors que l'autre, ça tire vers le curcuma, c'est-à-dire la couleur rose. Alors donc, c'est un problème de recherche individuelle. Ce n'est pas un problème que quelqu'un va venir vous montrer qu'est-ce que vous devez faire. Moi, je suis comme une personne qui excite la curiosité des gens pour qu'ils se prennent en charge. Mais je ne peux pas dire que, parce qu'il y a des produits vivriers qui sont faits à base des engrais, donc on se contente de manger continuellement des produits agroalimentaires. Non. Parce que là-dedans, il y aura des produits qui vont échapper l'engrais et qui pourront être accompagnés. Parce que, qu'est-ce qu'on dit souvent, on ne peut pas manger que des produits alcalins. On doit manger d'un côté les produits acides et des produits alcalins. Par exemple, la viande est acide. Et quand on mange de la viande, par exemple le poisson, quand on mange le poisson avec les bâtons de manioc, on obtient un bon résultat et on fait même bien les sels. Certains individus. Bon, l'arachide grillé est acide ou est acidifiant et le manioc qui a été extirpé de tout d'une grande partie de ses amidons est basique.
on peut mélanger les deux choses et en manger. Donc il y a une petite étude, qu'est-ce qui est basique, qu'est-ce qui ne l'est pas. On peut se retrouver en train de faire la symbiose et puis les aliments vont bien fonctionner, du moins les nutriments pris de cette manière-là vont bien fonctionner avec vous et ça va équilibrer votre santé. Alors une question qui on ne va pas dire qu'il n'a rien à voir avec ce dont il est question ce soir, mais puisqu'il s'agit de métaphysique, est-ce que la science occulte ou alors la métaphysique a un impact dans la vie de l'homme et comment reconnaître cela? Ça a l'impact parce que ça modifie le caractère d'un individu et ça permet à ce que l'individu qui est dans ces séances-là puisse trouver le chemin qui conduit vers la spiritualité, donc, du moins qui conduit vers la divinité. Ça veut dire que la personne va savoir la différence qu'il y a entre quelqu'un qui est religieux et qui se dit homme spirituel et quelqu'un qui pense que la spiritualité n'est pas un problème de slogan ou bien de titres. Qu'on dise je suis spirituel, moi, non. C'est une situation, c'est une question de qu'est-ce que c'est, comment faire pour m'approprier des dons spirituels et pourquoi. Voilà. Donc, ça modifie absolument la personne puisque ça l'amène à s'initier. Justin, depuis Lugbaba, voudrait savoir quelle est la mystique qui se cache derrière le nouveau Covid-19. La mystique, c'est que les gens se posent la question pourquoi il peut arriver une situation pareille. Parce que sur 100 ans, c'est une seule fois qu'on trouve une pandémie. Bon. Alors, nous qui n'avons pas encore 100 ans, nous ne savons pas que les pandémies ont existé avant. Il y en a eu. Bon, tous les 100 ans ou 100 ans un peu plus, il y a une pandémie. La pandémie de cette fois-ci, est-ce que c'est naturel ou bien c'est une pandémie provoquée par la méchanceté de l'homme? C'est la seule question qu'il faut répondre là maintenant. Et là, les moyens d'obtenir la réponse à cette question existent pour les gens qui cherchent à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, qu'est-ce que nous allons retenir? Nous allons retenir qu'on soit de moins en moins méchant et qu'on ne prête pas l'attention aux personnages de notre monde comme étant des personnes modèles si jamais ils ne nous montraient pas leur état de modèle par les exemples. Alors Joe, depuis Yaoundé, voudrait savoir ce qu'il faut manger, boire ou alors quel exercice faire le soir au coucher, puisque vous aviez parlé du matin. Ouais. Et alors, le soir, il faut éviter de manger tard. Et si tu manges tard, il faut savoir combien tu as des capacités, ta capacité à digérer. Parce que chez les Bassa, on dit ceci. C'est-à-dire, si tu n'es pas bien capable de digérer, ne mange pas tard. Ne mange même pas la nuit. Bon, donc, ça, c'est des vieilles adages qui existent depuis la nuit des temps, avant l'arrivée des Blancs ici. Le Bassa disait ça déjà. Donc, les repas de nuit, quand vous les prenez, sachez que vous aurez des troubles digestifs à la longue. Ça peut être une habitude qu'on maîtrise déjà, le fait qu'on se réveille le matin, on n'a pas faim. Parce que souvent, quand on mange tard, le matin, on a faim. Très faim d'ailleurs. Très faim. Il faut donc éviter de manger le matin encore. Si vous avez mangé tard pour une circonstance ou une autre, par exemple, vous avez travaillé toute la journée, vous n'avez pas eu les possibilités de manger. Bon, comme si c'est interdit de dormir affamé, deux fois, même moi-même qui parle là. Mais est-ce qu'on peut fermer l'œil quand Non, très bien. On dort très bien. Le problème, c'est psychologique. Moi, je n'ai jamais eu les nuits blanches parce que je n'ai pas mangé toute la journée. Au contraire, je me sens à l'aise quand je ne mange pas toute la journée. Et bien évidemment. Mais sauf que si je sais que, bon, comme là maintenant, on ne vend rien la nuit. Bon,
Donc, tu dors bien. Mais si tu sais s'adapte au système. si tu sais que tu vas trouver un restaurant à 23 heures encore ouvert, tu vas y aller. Voilà. Donc, comment c'est un téléspectateur, que puis-je faire pour arrêter de fumer? Bon, là, c'est une décision. Hein. Je connais des gens qui fumaient. Moi, je ne savais pas qu'ils allaient arrêter de fumer un jour. Mais quand ils ont décidé de ne plus fumer, ils n'ont plus fumé. Hein. Peut-être que d'aucuns ont pris les prises à la place du tabac simple. Ils ont pris plutôt le tabac en poudre pour les narines. Mais ils ont quand même été très courageux. Nous espérons qu'un jour avant leur mort, ils vont oser abandonner la prise. Bon, donc c'est un problème de décision. C'est comme on décide qu'on ne mange plus de la viande. Ça ne veut pas dire que le goût qu'on avait de la viande, on l'a perdu. Ça ne veut pas non plus dire que quand on voit la viande avec les odeurs de tomates et tout, et d'oignons, on n'a pas la salive dans la bouche. On en a, mais et parfois, on commence à rejeter ces odeurs en disant la viande sent mauvais. Et comme on le dit, c'est comme ça que l'odeur change. Au fur et à mesure que le temps passe, on commence à assez mal sentir une mauvaise odeur lorsque on est devant une viande. Alors, Monsieur Gabi de Bata voudrait bien savoir, après avoir consommé beaucoup de médicaments, que pouvons-nous prendre comme cure de désintoxication? Alors, quand on prend beaucoup de médicaments, c'est qu'on a élevé son taux d'acidité très très haut. Et là, on vieillit mal. On aura le tremblement, c'est-à-dire quand vous voulez manger, allez, la main bouge à un certain âge, lorsque vous ne voulez pas vite mourir. Pas qu'ils sont. Bon, oui, parfois même, non, vous êtes normal, vous marchez très bien, mais l'heure du repas, vous avez des difficultés de manger en public, c'est qu'il faut tout manger isolé, parce que même le pain, c'est à peine que les dents accrochent sur ça que vous l'avez encore enlevé. Alors tout cela, c'est les médicaments. Maintenant, comment faire pour que ça cesse d'être comme ça? Ça nécessite une cure de détoxication. Mais cette cure-là, je ne peux pas la communiquer à l'antenne parce qu'elle est complexe. Elle est très complexe et il faut aller au cas par cas, savoir quels sont les problèmes que la personne a pour essayer d'orienter la cure par rapport à ces problèmes. Voilà. Alors, pourriez-vous nous donner la liste alors, pourriez-vous nous donner les aliments les plus alcalins? On le fera lors d'une édition, peut-être que la prochaine édition ou pas. Parce que nous sommes encore sur Covid-19 et nous allons apporter notre contribution, pas seulement relever les faits sous forme de... Parce qu'on ne peut pas dire critique, parce que moi je pense que on déplore la situation, on ne critique pas. Nous sommes l'équipe pour critiquer les savants de ce monde. Mais on déplore la situation. Donc on va aller mollo, on va y arriver. Nous sommes toujours dans la mystique, l'occulte de la méditation face à la prière. Là maintenant, les gens commencent à comprendre que la prière ne sort pas de l'humanité de quelque chose. Parce que sinon, c'est plutôt les cultes de prière qui devraient être organisés ici et là pour que les médecins soient aussi un peu allégés. Voilà. Comment faire son lavage personnel? Son lavage personnel occulte ou bien comment, je ne sais pas. La question, on ne nous a pas donné de détails. Voilà. On attendra le détail à la prochaine fois. Alors, on va prendre encore toujours les cures de désintox. Je crois qu'il va falloir peut-être faire une émission sur les cures de désintox parce qu'on en parle encore et encore ce soir. Donnez-nous une astuce pour prévenir le Covid-19, s'il vous plaît. Mais j'ai donné une astuce. J'ai dit tout à l'heure, peut-être la personne n'était pas au début de l'émission. J'ai dit que si les personnes respirent bien, si boivent tôt le matin après l'exercice respiratoire matinal, qui doivent aller dans le sens à provoquer, disons, une petite chaleur interne, et après quoi, on boit de l'eau chaude, bien chaude, sans se brûler quand même la langue, sans sucre, sans miel,
c'est une eau très difficile à consommer, mais très nécessaire, parce que là, la mémoire de l'eau change et ça donne carrément, ça débouche carrément à un médicament. Alors, résultat, vous prenez de l'eau fraîche, juste un verre après l'eau chaude, directement, pas l'eau glacée, l'eau fraîche. Donc, la température de l'air ambiant. Voilà. Alors, à partir de là, vous avez déjà bien commencé la journée. Vous pouvez vous laver, si vous avez les moyens de le faire, d'un côté l'eau chaude, de l'autre côté l'eau fraîche. C'est-à-dire l'eau chaude est d'abord. Vous mettez le savon sur vous, vous vous lavez, vous vous chauffez le corps jusqu'à bien le chauffer. Et maintenant, vous prenez, pour rincer ces savons-là et tout, pour le rincer, vous versez de l'eau fraîche directement sur vous. Alors ça c'est des méthodes pour des gens qui ne sont pas malades. Pour des gens qui sont malades, il y a qui commencent à sentir de la maladie et qui sont loin des médecins. C'est-à-dire là où il n'y a pas le médecin. Moi, je ne dis pas aux gens, quand tu es malade, ne va pas à l'hôpital. Non. Quelqu'un peut se retrouver dans une situation où il n'y a pas moyen d'appeler le numéro indiqué. Il n'y a personne à côté. En tout cas, dans nos villages. Bon, alors, mais on va chauffer de l'eau. On va chauffer de l'eau et on fait le bain de vapeur qui va ouvrir les pores et qui va permettre à ce que l'oxygène circule normalement, les poumons s'y vident dans le même temps. Et après le bain de vapeur chaud, on fait directement le rinçage à l'eau fraîche pendant 2 minutes. On verra que la température qui commençait à monter sera régulée. Et là, on prend un citron dans un demi-verre d'eau, plus une tranche d'oignon, on mange et on dort. Je dis pour les gens qui ne peuvent pas trouver un médecin, essayez de faire cette pratique. Vous allez voir ce que ça va produire lorsque vous avez commencé à faire de la fièvre. Mais si cette fièvre est accompagnée de la toux, faites en même temps une inhalation. L'inhalation consiste à prendre de la vapeur par le nez, uniquement par le nez, mais cette vapeur doit porter des essences de plantes, soit l'eucalyptus, soit l'huile essentielle d'eucalyptus, par exemple, ou l'huile essentielle de menthe et tout. Et là, vous allez tousser et racler l'œsophage et libérer les sinus du nez et même, pourquoi pas, du crâne. Et là, vous avez une circulation de l'oxygène qui va se passer dans des conditions totalement normales. Alors, professeur, est-ce que consommer de l'ail chaque jour pourrait aider à renforcer le système immunitaire? Bien sûr, l'ail permet une bonne circulation du sang. C'est pour cette raison qu'on dit aux hypertendus d'en consommer régulièrement pour réguler leur tension. Alors, comment apprendre la métaphysique? Hors antenne. Vous appelez à ces numéros. Hors antenne, on va en parler. Comment peut-on faire pour décoder les signes dans les rêves? Par exemple, rêver de l'eau, d'être sur une moto, une voiture. C'est M. Ferdinand qui nous écrit depuis... On apprend comment ça fonctionne. C'est tout. C'est pas toujours question de chercher des interprètes dans ce domaine. On peut aussi s'inscrire dans la logique de faire cours pour maîtriser le message qui nous provient des rêves. Comment reconnaître qu'on a un don et comment réveiller ce don en soi? On va faire une émission entière sur ça. Laura Agathe, il faut noter, s'il te plaît. Alors, que faire pour délivrer mon père qui est mystiquement au couloir de la mort depuis 6 mois? Nous ne prenons pas les appels à l'antenne, s'il vous plaît. C'est juste les messages, les appels. Bon. C'est après. Bon, moi, je pense que là, la personne va appeler hors antenne. Nous ne savons pas si nous, on délivre les gens de la mort. Mais on peut quand même échanger pour voir si, à notre disposition, on a une idée qui colle avec ce dont la personne souffre. Voilà.
Alors pour ça, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot avant de la... Alors le dernier mot, c'est que nous sommes toujours dans l'occulte de la méditation et on va explorer tous les pans, tous les paramètres qui empêcheraient de faire une bonne méditation, parmi lesquels les pandémies, du moins, tout ce qui regarde l'actualité nous concerne aussi. Voilà. Nous avions été ravis de vous connaître nombreux à nous écouter ce soir. Rassurez-vous, pour ceux qui nous ont envoyé des messages et qui n'ont pas eu de réponse, nous ferons le nécessaire pour vous apporter les réponses à vos questions d'ici la fin de la semaine. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se donne rendez-vous mardi prochain à la même heure et sur la même chaîne. Bonsoir.